Bonjour. L'objectif aujourd'hui de la capsule vidéo qu'on a produit, c'est pour présenter la carte conceptuelle sur les conflits sévères de séparation. Alors, essentiellement, on va vous donner un aperçu de l'état des connaissances dans ce domaine-là et éventuellement des principales recommandations concernant l'évaluation et surtout l'intervention dans le domaine des conflits sévères de séparation. Peut-être avant de commencer, il est important de situer un peu cette problématique-là. Donc, il y a différentes personnes qui ont travaillé à la recension des écrits. La plupart, ce sont des spécialistes de cette question-là, des conflits sévères de séparation. Je pense qu'il faut souligner le travail d'Élisabeth Godbout de l'Université Laval. Il y a Véronique Lachance aussi, Amandine Baude. Il y a Maryse Gauthier du CIUS de la capitale nationale qui a travaillé là-dessus. Hélène Groslot qui a aussi porté son attention sur la construction de la carte. Il y a Julie Noël aussi de l'Université Laval qui a contribué à la construction de la carte. Et bien sûr, Geneviève Lamonde qui contribue à l'ensemble des cartes conceptuelles. Alors, un élément que ces gens-là ont mis en évidence, c'est le fait que quand on consulte la littérature, parce qu'une carte conceptuelle, le but, c'est de présenter les facteurs de risque associés et les facteurs de protection associés à une problématique. Alors, eux ont dit que c'était une problématique un peu complexe, puisque c'est une problématique qui est mêlée à la question des conflits sévères, la violence conjugale, l'aliénation parentale. Et c'est très important de distinguer ces différentes notions-là, ces différentes problématiques-là. Et dans la littérature, les choses n'étaient pas toujours aussi claires qu'on l'aurait souhaité, là, si on veut. Alors donc, il y a eu un travail très systématique de recherche documentaire pour ne retenir vraiment ce qui concerne uniquement les conflits sévères de séparation. Alors donc, ce que c'est l'ensemble de ces personnes-là, ces professionnels-là et ces chercheurs-là ont dit, c'est que ça reste quand même un domaine qui est relativement peu développé et qui a encore énormément de recherches à faire dans cette question-là des conflits sévères de séparation. Alors donc, ça, c'est peut-être un avertissement. Il faut y aller avec prudence par rapport à cette question-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, on va quand même vous présenter l'état de la connaissance concernant cette problématique-là, en sachant que donc les problématiques de violence conjugale et aliénation parentale ne sont pas abordées et toute la littérature concernant cette question-là, ces questions-là ont été exclues de la recension des écrits qui nous a servi à construire la carte conceptuelle des conflits sévères de séparation. Premier défi qu'on a rencontré quand il fallait construire cette carte conceptuelle-là, c'est qu'on avait un lot de facteurs de risque et en essayant d'organiser cette carte conceptuelle-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des facteurs de risque qui étaient antérieurs à la présence d'un conflit sévère de séparation. Il y a des facteurs qui sont associés au moment même de la séparation, qu'on va appeler des facteurs précipitants. Et on s'est rendu compte dans la lecture des facteurs de risque qu'il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au maintien du conflit et à l'alimentation de ce conflit sévère de séparation. La carte conceptuelle que vous avez, cette première diapo, donc la carte numéro 1, illustre un peu les différentes catégories de facteurs de risque qu'on a été capable d'isoler. À votre gauche, ce sont l'ensemble des facteurs prédisposants des conflits sévères de séparation. Qu'est-ce qu'on veut dire par facteurs prédisposants? Donc, ce sont des facteurs de risque, des vulnérabilités présentées par les conjoints ou un ou les deux conjoints avant même la rencontre et la formation de ce couple-là. Donc, il y a des éléments qui appartiennent aux personnes, à leur histoire, à leur personnalité, à leur vulnérabilité personnelle, et que ces éléments-là ont un impact sur la qualité de la relation conjugale qu'il va y avoir par la suite. Et bien sûr, ces vulnérabilités personnelles, historiques, vont influencer aussi la qualité des interactions qui vont se vivre dans le couple. Si on a des parents ou un couple qui a un certain nombre de vulnérabilités, quand vient le temps du moment de la séparation, bien, c'est sûr que c'est un événement extrêmement dramatique, c'est un événement stressant pour un couple. Alors, c'est sûr que les vulnérabilités personnelles peuvent avoir un impact sur l'accentuation de ce conflit-là et même la détérioration du conflit. Alors donc, il faut prendre en considération ces éléments antérieurs à la construction du couple dans la compréhension même du conflit conjugal qui apparaît
dans ce couple-là. Et le conflit, donc, a émergé. Il y a eu une séparation éventuellement de ce couple-là. Et il y a eu, on s'est rendu compte, dans la construction de la carte et dans la recension des équipes, qu'il y avait toute une série de facteurs qui, bien que la séparation soit finie, il y a beaucoup de facteurs qui vont alimenter constamment ce conflit-là et vont faire en sorte que ce conflit-là va s'aggraver. C'est important de regarder cette carte conceptuelle-là. Elle est différente des cartes conceptuelles antérieures sur la négligence, l'abus physique, l'abus sexuel, où ce sont des cartes, on voit que ce sont des cartes qui expliquent les facteurs actuels associés à une problématique, tandis qu'ici, on est dans une carte conceptuelle qui, au-delà des facteurs associés actuels, explique aussi le processus, comment un conflit sévère peut éventuellement se prédire et même se construire dans l'histoire. Quand on regarde cette carte conceptuelle-là, on voit qu'il y a donc des facteurs prédisposants qui ont pu éventuellement contribuer à des difficultés conjugales avant la séparation, qui ont éventuellement, et les difficultés conjugales associées aux vulnérabilités personnelles ont possiblement eu un impact sur le contexte de séparation, la manière dont la séparation a pu se faire, et tout ça peut avoir ensuite un impact sur la manière dont le conflit va se développer dans le temps. Donc, on voit qu'il y a un processus chronologique, il y a un processus développemental, si on veut, quasiment du conflit. Alors, ce que ça indique aussi, c'est que quand on envisage l'évaluation d'une problématique du conflit sévère de séparation, il faut envisager l'évaluation à rebours. On voit qu'il y a eu des facteurs prédisposants qui ont participé aux facteurs précipitants et aux facteurs de maintien, et l'intervention devrait suivre un chemin à rebours, c'est-à-dire que l'intervenant, bien sûr, va prendre connaissance du conflit lui-même, des conséquences que le conflit peut avoir sur l'adaptation personnelle de l'enfant. Il va regarder quels sont les facteurs qui contribuent à l'aggravation du conflit aujourd'hui. Souvent, ce sont les premières informations qu'on va documenter. Alors, ce qui est recommandé dans ce domaine-là, c'est aller au-delà des premiers facteurs qu'on rencontre dans l'évaluation et se dire qu'il y a peut-être des facteurs antérieurs qui contribuent à ces facteurs de maintien-là de ce conflit sévère de séparation. Il est souhaitable qu'un intervenant, bien sûr, documente la nature, l'intensité et la sévérité du conflit, mais dans un deuxième temps, devrait prendre en compte aussi dans quel contexte cette séparation a eu lieu et comment certains éléments du contexte ont pu contribuer à l'amplification du conflit sévère de séparation. Et éventuellement, l'intervenant devrait prendre en considération aussi comment fonctionnait le couple avant la séparation, quelles étaient les difficultés vécues par ce couple au plan de la relation conjugale, quelles étaient les difficultés du couple vécues au plan de l'exercice des rôles parentaux. Ce sont des dimensions qui peuvent être annonciatrices du conflit et qui sont à prendre en considération parce qu'elles font partie de l'histoire de ce conflit-là. Et ultimement, il y a des personnes plus vulnérables que d'autres dans un couple, parfois, et l'intervenant aurait tout avantage aussi à documenter les vulnérabilités personnelles, l'histoire développementale de ces parents-là, les expériences traumatiques éventuellement que ces parents-là ont pu vivre au cours de leur enfance, qui a eu un impact sur leur propre vulnérabilité personnelle, sur leur propre développement au plan de la personnalité, et qui va avoir aussi une influence sur toute la question de la vie de couple que ces gens-là ont pu vivre et toute la question du développement du conflit sévère de séparation. Cette carte conceptuelle-là, elle propose d'une certaine façon une méthodologie d'évaluation. Donc, on commence par regarder quels sont les facteurs de maintien pour s'intéresser ensuite aux facteurs précipitants et pour s'intéresser ensuite aux facteurs prédisposants. Et souvent, l'action devrait suivre un peu cet ordre-là, si on veut, mais souvent, si on veut atténuer l'impact d'un conflit, on devrait agir sur qu'est-ce qui contribue aujourd'hui au maintien de ce conflit-là pour, dans un deuxième temps, s'intéresser à qu'est-ce qui a pu se jouer au moment de la séparation et qu'est-ce qui a pu se jouer antérieurement à la séparation et sur le plan du développement personnel des conjoints. Je dirais qu'il y a une séquence dans l'intervention, puis une séquence aussi dans l'intervention pour qu'éventuellement le conflit devienne moins important et surtout qu'il n'affecte pas l'adaptation personnelle de l'enfant. À la lecture de cette carte conceptuelle-là, donc, on voit que chacune des catégories de facteurs va être abordée dans différentes cartes conceptuelles. Donc, les facteurs de maintien vont être abordés dans les cartes 2 et 3, les facteurs précipitants dans la carte 4 et les facteurs prédisposants dans la carte 5.
La première carte vise à aider l'intervenant à identifier quelles sont les caractéristiques du conflit entre les parents, établir éventuellement la sévérité du conflit de séparation et identifier ici l'ensemble des conséquences que peuvent avoir le conflit sévère de séparation pour l'adaptation de l'enfant. Dans la colonne de gauche, vous avez l'ensemble des caractéristiques du conflit entre les parents. C'est l'ensemble des traits, des manifestations qui caractérisent au fond un conflit sévère de séparation. Donc, dans toutes les situations conflictuelles, il n'y a pas l'ensemble de ces facteurs-là. Il peut y avoir plus ou moins de facteurs, dépendamment de la nature du conflit. Mais c'est très important pour l'intervenant, s'il veut établir le niveau de sévérité du conflit, bien, il doit voir quels sont les facteurs ou les caractéristiques du conflit qui sont présentes dans la situation qu'il tente d'évaluer. Je vous donne quelques exemples. Donc, dans quelle mesure le conflit est enraciné, chronique et omniprésent? Dans quelle mesure la communication est pauvre et hautement conflictuelle dans le couple? Dans quelle mesure il y a une incapacité des conjoints de coopérer et de communiquer sur le plan de l'éducation des enfants. Donc, ce sont donc toute une série de questions que l'intervenant devrait documenter pour se faire une idée sur est-ce que j'ai un conflit plus ou moins sévère, sévère ou extrêmement sévère. C'est sûr qu'un cumul de caractéristiques est associé à une plus grande sévérité du conflit. Mais dans l'ensemble de ces caractéristiques-là, on ne connaît pas le poids relatif. On ne sait pas lequel des facteurs est plus important que l'autre. Ce sont des facteurs qu'on reconnaît présents dans les conflits, mais on n'est pas en mesure de vous dire qu'il y a des facteurs qui sont plus déterminants que d'autres. Probablement qu'un cumul de facteurs contribue, bien sûr, à la question de la sévérité du conflit. Alors, on voit qu'il y a un conflit sévère de séparation qui s'installe dans ce couple, et ce conflit-là va avoir un impact sur des éléments déterminants, ce qu'on va appeler, nous, des facteurs médiateurs du conflit sur l'adaptation des enfants. Le conflit va avoir des conséquences sur l'adaptation de l'enfant dans la mesure où l'enfant vit des conflits de loyauté à l'égard de ses parents, où l'enfant vit une certaine insécurité émotionnelle, personnelle dans ce conflit-là. Et si l'enfant vit un sentiment d'être menacé ou blâmé pour les conflits, donc si on a l'une ou l'autre de ces caractéristiques-là vécues par l'enfant, bien, ce sont des facteurs médiateurs qui vont avoir un impact ensuite sur l'apparition de manifestations comportementales et émotionnelles chez l'enfant. Alors ici, vous avez toute une liste de symptômes qu'on reconnaît pouvant être présents possiblement chez les enfants qui sont confrontés à des conflits sévères de séparation. Pour un intervenant, donc, il n'est pas tout à fait sûr des fois, est-ce que le conflit a un certain impact? Comment vit l'enfant? Des fois, l'enfant peut dire peu de choses sur sa réalité, mais il ne peut pas cacher les manifestations comportementales qu'il va avoir. Et souvent, on va partir des manifestations comportementales pour se questionner sur est-ce que l'enfant se sent en conflit de loyauté? Est-ce qu'il vit une certaine insécurité? Est-ce que l'enfant se sent blâmé ou responsable du conflit? Donc, ça va nous amener à poser ces questions-là par l'intermédiaire des manifestations comportementales. Donc, un élément qui apparaît comme assez important dans cette carte-là, c'est que le conflit sévère de séparation va éventuellement affecter la manière dont l'enfant va se percevoir ou va se situer dans ce conflit-là, mais il y a des facteurs qui semblent avoir un impact sur l'adaptation de l'enfant et le principal facteur, ce sont les compétences parentales et la qualité de la relation parent-jeune. Il y a des facteurs qui vont atténuer l'impact du conflit sur l'adaptation des enfants. Donc, si les parents ont de bonnes compétences parentales, une bonne qualité de la relation parent-jeune, une bonne sensibilité aux besoins de l'enfant, et si les parents sont chaleureux, bien qu'il y ait un conflit sévère de séparation, l'enfant s'en trouve d'une certaine façon protégé par la présence de ces compétences-là chez les parents. Au contraire, si effectivement les parents vivent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leurs rôles parentaux, il y a une assez mauvaise qualité de la relation parent-enfant, les parents sont peu sensibles aux besoins de l'enfant et les parents sont peu chaleureux à l'égard de l'enfant. Donc, ce sont des caractéristiques des compétences parentales qui vont avoir un impact et qui vont accentuer, qui vont aggraver l'impact du conflit sévère de séparation et qui vont contribuer à l'apparition de troubles d'adaptation chez l'enfant. Donc, quand on fait l'analyse d'une problématique de conflit sévère de séparation,
Un élément déterminant, c'est d'aller voir, mais quelles sont les compétences parentales et quelle est la qualité de la relation parent-jeune, puisque ça va expliquer en grande partie les capacités ou non adaptatives de l'enfant face à ce conflit-là. Dans la carte 3, ici, on tente d'établir est-ce qu'il y a des facteurs familiaux qui sont présents, qui peuvent réduire ou accentuer l'impact du conflit entre les parents sur l'adaptation des enfants. Dans la littérature, on constate qu'il y a des facteurs qui vont réduire l'impact du conflit. Alors, parmi les facteurs reconnus, donc, le fait que les parents sont capables d'encapsuler le conflit, de ne pas le faire déborder dans la relation avec leur enfant, le fait que l'enfant a au moins une bonne relation avec au moins un parent, le fait qu'il y ait une relation positive et chaleureuse avec au moins un membre de la fratrie pour l'enfant, et s'il y a une reconnaissance des parents sur l'impact du conflit sur le bien-être du jeune. Donc, les parents sont conscients que leur conflit a un impact et ils vont faire attention, ils vont tenter d'encapsuler ce conflit-là pour ne pas faire tache d'huile dans la vie de l'enfant. Donc, ce sont des facteurs qui vont je dirais, protéger l'enfant par rapport à ce conflit-là. Et par ailleurs, si vous regardez en bas, on a l'ensemble des facteurs qui vont contribuer à accentuer l'impact du conflit sur l'adaptation de l'enfant. Donc, effectivement, si le conflit est prolongé, si l'enfant est exposé à de la violence conjugale, si les parents ont des comportements aliénants, si un des parents ou les parents ont des comportements ou des symptômes dépressifs, s'il y a perte de contact avec un des parents et s'il y a non-reconnaissance de l'impact du conflit sur le bien-être d'un jeune, bien, ce sont tous des facteurs de risque qui vont accentuer l'impact du conflit sur l'adaptation des enfants. Encore une fois, ici, tous ces facteurs de risque et ces facteurs de protection-là ne sont pas présents dans toutes les situations, mais il est important pour un intervenant d'essayer de documenter est-ce que j'ai des facteurs de protection qui vont minimiser l'impact du conflit ou est-ce que j'ai au contraire un cumul de facteurs de risque qui contribuent éventuellement à accentuer l'impact du conflit sur l'adaptation des enfants. Et ce sont donc des cibles d'intervention sur lesquelles l'intervenant devrait porter son attention s'il veut protéger l'enfant par rapport à ce conflit entre ses parents. Alors ici, on est dans la carte numéro 4. Donc, cette carte-là illustre quels sont les facteurs précipitants du conflit. Et dans les facteurs précipitants, il y a bien sûr le contexte de la séparation, dans quel contexte cette séparation-là a pu arriver. Alors ici, on a différents contextes donc, qui vont contribuer à l'émergence d'un conflit sévère de séparation. Donc, le fait que un des parents, un des conjoints perçoivent l'absence de remords associé à la rupture chez l'autre, l'existence d'une relation extra-conjugale avant la séparation serait un facteur contributif. La séparation inattendue et le manque de stabilité émotionnelle de la personne qui a été laissée contribue aussi à l'émergence de ce conflit-là. Le fait que un des membres du couple vive des sentiments d'humiliation, de honte, contribuerait aussi à ça. Le sentiment d'avoir été trahi et le sentiment de colère élevée. Ce sont donc des sentiments, des éléments qui appartiennent au contexte. Et bien sûr que si ces sentiments-là ne sont pas travaillés, ne sont pas mis en évidence, bien, ces sentiments-là vont bien sûr nourrir la haine, éventuellement les reproches à l'égard du conjoint et contribuer éventuellement à ce conflit-là. Et on sait donc, dans la littérature, on a pu mettre en évidence le fait qu'il y a quand même la séparation, mais il y a un certain nombre de facteurs qui vont multiplier ou aggraver le conflit sévère de séparation. Donc, un certain nombre de facteurs qu'on va appeler des facteurs de maintien, d'une certaine façon, du conflit. Alors, parmi ces facteurs-là, le fait d'attribuer à l'autre des intentions négatives ou d'avoir des attributions négatives à l'égard de l'autre parent, le fait d'avoir de la difficulté à exprimer les émotions, donc la colère, la honte, la souffrance, donc ça peut être des éléments qui vont contribuer. La difficulté à différencier la relation conjugale et la relation coparentale, donc de tout mêler ces deux éléments-là. Le fait d'avoir des inquiétudes quant à la capacité de l'autre parent de s'occuper correctement des enfants. Le jeune âge des enfants, donc, serait aussi contributif d'une plus grande inquiétude des parents. Ensuite, l'insatisfaction concernant le soutien financier, le nombre élevé d'enfants peut contribuer aussi. La réticence de l'enfant à visiter l'autre parent, donc, pourrait être un élément qui contribuerait à alimenter le conflit sévère de séparation. Le fait que un des conjoints vive une certaine détresse reliée à la perte
et les inquiétudes à l'entrée en scène d'un nouveau conjoint chez l'autre conjoint. Alors, il y a eu une séparation, il y a eu un contexte de séparation, et là, on est dans quels sont les facteurs qui contribuent à alimenter, si on veut, ce conflit sévère de séparation. Dans la carte numéro 5, on est maintenant dans les facteurs prédisposants du conflit. Alors, donc, il y a des éléments qui sont antérieurs à la formation du couple. Ici, c'est en orange. Ce sont donc tous les facteurs qui appartiennent aux caractéristiques personnelles des deux conjoints. Alors, ici, quand on regarde quels sont les facteurs, il y a bien sûr dans l'histoire personnelle des membres du couple, il peut y avoir donc des expériences traumatiques qui peuvent nuire à l'établissement d'un lien de confiance dans des relations amoureuses. Donc, des gens qui ont vécu des situations d'abus, de négligence, des pertes, des abandons ou des séparations. Donc, ça fait des parents ou des personnes qui ont une certaine vulnérabilité au plan relationnel. Donc, ce sont des gens qui vont aborder les relations avec un peu plus d'inquiétude, de méfiance, de distance, avec toujours la peur de revivre des choses qui ont été douloureuses pour eux. Alors, c'est sûr que des histoires de maltraitance, de traumatisme ont un impact aussi éventuellement sur les vulnérabilités personnelles des individus. Alors, chez certains individus, il va y avoir parfois des problématiques d'attachement insécure ou de faibles stratégies pour composer avec les stress et la réalité extérieure, donc de faibles stratégies de coping. Et sur le plan des traits de personnalité ou des problèmes personnels, donc on observe donc dans certains couples qui vivent des conflits sévères de séparation, un certain nombre de traits de personnalité qui vont contribuer éventuellement à envenimer le conflit. Donc, des traits de personnalité comme les personnalités narcissiques, des personnalités contre dépendance, la personnalité des mythes, personnalité antisociale, des gens qui manifestent une certaine instabilité émotionnelle, des gens qui vont vivre des problématiques de consommation de substances et les gens qui sont centrés sur leurs propres besoins et très peu conscients ou très peu sensibles aux besoins des autres. Donc, ce sont des vulnérabilités personnelles qui, bien sûr, ces vulnérabilités-là sont amenées lorsque le couple se forme, bien, ces vulnérabilités-là sont présentes. Elles vont s'exprimer de façon plus ou moins marquée en fonction parfois des stress auxquels le couple va être confronté. Mais ça fait en sorte que ce sont des gens un peu plus vulnérables qui peuvent éventuellement vivre davantage de difficultés sur le plan conjugal et dans l'exercice des rôles parentaux. Mais dans toutes les situations conflictuelles sévères, il n'y a pas nécessairement des vulnérabilités personnelles ou une histoire de maltraitance. Il ne faut pas conclure qu'il y a une histoire de maltraitance dans ces histoires-là. Mais il y a un risque que ce soit présent, d'où l'importance de documenter cette question-là. Mais dans plusieurs situations, il n'y a pas nécessairement des vulnérabilités personnelles si importantes que ça. Il peut y avoir certaines caractéristiques personnelles, mais pas nécessairement des troubles de personnalité dans toutes les situations. Alors, on sait qu'il va y avoir des éléments dans l'histoire de ce couple-là, des difficultés dans la relation conjugale avant la séparation ou des difficultés dans l'exercice des rôles parentaux qui, bien sûr, vont contribuer à augmenter la colère, la méfiance, la tension dans le couple et qui vont avoir peut-être un effet sur l'apparition de conflits sévères de séparation. Alors, ce qu'on note dans la littérature, c'est que le fait que le couple ait vécu des difficultés conjugales avant la séparation, donc il y a eu un degré élevé de colère, de méfiance, s'il y a eu des conduites irresponsables d'un des conjoints, il y a la présence ponctuelle de violences verbales, psychologiques ou physiques, éventuellement une grossesse imprévue dans le but de préserver l'union ou l'exclusion du père lors de la naissance des enfants. Donc, ce sont des éléments au plan de la vie, de l'histoire conjugale, qui ont bien sûr marqué l'histoire de ce couple-là, qui ont laissé des traces dans l'adaptation de ce couple-là et qui peuvent éventuellement contribuer à l'émergence du conflit sévère de séparation. Et dans l'exercice des rôles parentaux, donc dans toute la question de la coparentalité, les éléments, donc le fait qu'il y a eu une faible coopération entre les parents concernant l'éducation des enfants, qu'il y a eu une vision très différente de la parentalité ou une incohérence dans les pratiques éducatives ou parfois même du sabotage des actions d'un parent par rapport à l'autre face aux enfants. Donc, ce sont des éléments qui vont aussi marquer l'histoire d'un couple et le fait que le couple avait de faibles capacités de communication concernant leur parentalité, si on peut. Ce sont donc des éléments présents
qui constituent des facteurs de risque et qui peuvent augmenter la probabilité d'une problématique de conflit sévère de séparation. On a fait le tour de l'ensemble des facteurs qui ont été documentés dans la littérature. Alors ici, à la carte numéro 6, on reprend l'ensemble des facteurs de risque et des facteurs de protection qui ont été documentés dans la littérature. Et au fond, ce tableau-là, c'est un tableau qui aide l'intervenant à faire son bilan de la situation et donc concernant éventuellement prendre une décision concernant aussi la compromission de l'enfant. Alors, ce que vous avez donc à votre gauche, c'est l'ensemble des caractéristiques du conflit sévère de séparation et vous avez ensuite l'ensemble des facteurs de protection qui sont tous en vert et les facteurs de risque qui sont tous en rouge. Et donc, est-ce qu'il y a des facteurs de protection et des facteurs de risque concernant l'enfant? Est-ce qu'il y a un certain nombre de facteurs protecteurs concernant l'adaptation de l'enfant qui ont pu contribuer ou au contraire nuire à l'adaptation de l'enfant? Et toute la question donc des caractéristiques personnelles, l'histoire développementale, les vulnérabilités personnelles, les problèmes personnels des parents, tout le contexte de la relation conjugale avant la séparation, le contexte de la séparation elle-même et le contexte des facteurs qui contribuent ou non au maintien de ce conflit sévère de séparation. Alors, essentiellement, pour l'intervenant, c'est d'identifier parmi tous ces facteurs de risque, facteurs de protection, quels sont les facteurs sur lesquels il a pu porter son attention et qu'il a été en mesure d'identifier. Et ça lui permet de faire un bilan sur le cumul des facteurs de risque, facteurs de protection, pour ensuite prendre une décision concernant la compromission de l'enfant. La dernière diapositive vise essentiellement ça suggère un certain nombre de grandes pistes d'intervention en fonction du niveau de sévérité des conflits sévères de séparation. Alors ici, les conflits ont été divisés en différents niveaux de sévérité et en fonction du niveau de sévérité, donc qui est en bleu, vous allez avoir des niveaux, je dirais, des indications concernant le type d'intervention et dans la section orange, vous avez les cibles d'intervention qui sont proposées dans la littérature en fonction du niveau de sévérité de ces troubles-là. Le premier niveau, c'est des conflits peu élevés avec une séparation récente. Donc, ce qui est suggéré, c'est des interventions plutôt universelles. Et l'essentiel, c'est de travailler sur aider les parents à vivre une coparentalité coopérative par donc des informations qu'on peut donner éventuellement à la famille. Éventuellement, ça peut être aussi par une certaine médiation familiale. Le deuxième niveau, c'est le conflit peu élevé ou modéré avec un besoin d'assistance juridique ou psychosociale pour soutenir la réorganisation familiale. Ici, on est dans une intervention universelle spécifique et ce qui est vraiment recommandé à cet égard-là, c'est plutôt des approches de médiation familiale pour aider ce couple-là à préserver sa coparentalité et éventuellement à régler les difficultés autour de cette question-là de la séparation. Les deux autres niveaux, ce sont donc des niveaux beaucoup plus sévères, donc les conflits élevés et chroniques, difficultés marquées à communiquer et des litiges persistants. Et le quatrième niveau, qui sont des enjeux de sécurité, refus de respecter les ordonnances, aliénation parentale ou risque d'aliénation parentale. Donc, ce qui est suggéré par les auteurs, c'est que les intervenants devraient travailler davantage sur une coparentalité en parallèle, c'est-à-dire faire en sorte que chacun des parents assume leurs rôles parentaux de façon la plus adéquate possible, en ne misant pas trop sur la mise en commun de cette pratique de coparentalité, de ne pas nécessairement viser une coparentalité coopérative, puisque effectivement, quand les conjoints sont réunis autour d'une tâche commune, souvent ça tourne mal. Alors, il vaut mieux travailler souvent de façon indépendante pour s'assurer que l'enfant reçoive les meilleurs soins possibles de la part de ses enfants sans que le conflit vienne nuire à son adaptation. Alors, pour ce qui est du troisième niveau, donc les conflits sévères et chroniques avec une difficulté marquée à communiquer et avec des litiges persistants, donc ici, il est recommandé donc vraiment d'aider les parents à prendre conscience de leur comportement problématique pour le développement de l'enfant et les inviter, bien sûr, les inciter à changer pour davantage se centrer sur les besoins de l'enfant. Essayer de réduire l'exposition de l'enfant au conflit autant que possible pour que l'enfant n'ait pas à porter ces conflits-là pour lui-même. Bien sûr, sensibiliser les parents sur la question de la triangulation des enfants et les impacts de la triangulation sur l'adaptation personnelle de l'enfant et bien sûr, tenter d'établir une certaine culture de collaboration entre les parents malgré tout.
Alors, ce sont donc des objectifs qui seraient suggérés pour des conflits sévères de troisième niveau. Et pour ce qui est des conflits vraiment plus importants, là, il y a vraiment un travail, moi je dirais qu'il y a un travail de psychothérapie parfois qui devrait être fait auprès des parents pour réduire leur réactivité face au conflit, peut-être travailler sur des éléments qui leur appartiennent en dehors de ce conflit sévère de séparation-là, en dehors de cette relation conjugale-là, et en particulier sensibiliser les parents sur les effets négatifs du conflit sur les enfants, recentrer les parents sur les besoins de l'enfant, gérer les situations de crise entourant l'application du plan parental en facilitant la communication et la résolution de problèmes. Autant que possible, tenter une réunification progressive de l'enfant avec le parent qui a été rejeté. Tenter d'améliorer toujours la coparentalité en protégeant l'enfant contre les conflits. Aider l'enfant à réduire son anxiété par rapport au parent qui est aliéné. Tenter de rétablir la relation entre le parent-enfant lorsque le parent a été absent de la vie de l'enfant pendant un certain temps et, autant que possible, normaliser de nouveaux patrons de visite pour que l'enfant puisse vivre de façon la plus confortable possible avec ses deux parents auxquels il tient vraiment. Alors voilà donc l'ensemble de la littérature, l'ensemble des connaissances dans ce domaine-là. Alors bien sûr, dans des situations de conflit, les intervenants sont souvent pris dans une problématique de triangulation, comme peut être pris un enfant dans la triangulation entre ses deux parents. L'intervenant peut vivre lui-même probablement des conflits de loyauté entre ces personnes-là avec lesquelles il est en bonne relation souvent. Alors, c'est sûr que ça reste des situations extrêmement difficiles, d'où l'importance, je pense, d'avoir un bon modèle théorique pour ne pas trop se faire enfermer par la quotidienneté du conflit. Bon, il ne m'a pas rapporté ci, il ne m'a pas rapporté ça, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça, là, en fin de semaine, il n'a pas respecté. Souvent, on gère énormément de conflits, d'événements au quotidien dans ces situations-là. Et l'intervenant a avantage à avoir un cadre théorique pour essayer de voir, mais est-ce qu'il ne pourrait pas ouvrir le débat autrement et ouvrir sur des questions un peu plus larges que les bottines qui n'ont pas été rapportées ou sur l'astuce qui a été perdue, pour essayer de permettre aux parents peut-être de réfléchir ou de sortir du petit quotidien du conflit qui ne cesse au fond d'alimenter au fond ce conflit sévère de séparation. Donc, moi, je pense que c'est important d'avoir toujours une vision la plus large possible de la situation clinique pour avoir la possibilité d'entrer par différentes portes sur ce conflit-là, pas uniquement par la porte du conflit quotidien concernant les enfants. Et bien sûr que le principal objectif dans cette problématique-là, c'est toujours de protéger l'enfant et de limiter l'impact du conflit des parents sur l'adaptation personnelle des enfants. Alors, merci pour votre attention.